Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club de la Presse, votre émission de débat qui traite de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Dans ce numéro, justement, deux sujets à l'ordre du jour. Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, un dialogue politique pour quoi faire. Et puis on partira au Mali aussi pour discuter de la dissolution des partis politiques. Et pour débattre ce soir, je reçois des invités de classe internationale. Tout d'abord, Bledson Mathieu, journaliste secrétaire général de rédaction à Fraternité Matin. Bonsoir. Oui, bonsoir, Mathieu. Et bienvenue. Et ensuite, juste en face de lui, on a Sylvain Débailly, lui aussi journaliste à Connexion Ivoirienne.net. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ahmed. Permettez-moi de présenter les autres. Et on a juste en face de lui Lancine Bakayoko, journaliste à la rédaction de RTI1 et chef du service économie. Bonsoir. Bonsoir Syl. Vous êtes chez vous à la maison. Et je termine avec Michel Betta, qui lui est journaliste et directeur général du quotidien Le Bélier. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Vous allez bien ? Très bien. D'accord, cela dit, générique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Club de la Presse. Messieurs, les dés sont jetés, mais bien avant de se plonger dans le débat, je vous invite à suivre cet élément. Fini la révision de la liste électorale avec son lot de récriminations. L'opposition réclame le dialogue politique comme solution aux divergences entre les parties prenantes. Sur la table de discussion, l'on peut citer entre autres le fichier électoral contesté, la recomposition de la CEI en charge de l'organisation des élections et la problématique de la radiation des leaders de l'opposition sur décision judiciaire. Le dialogue politique suppose la mise à plat des textes pour une entente sur des questions précises entre les différentes parties. Nouvelle décision assortie d'engagements pour respect entre les parties signataires. Tandis que le dialogue politique est réclamé par l'ensemble de l'opposition, il semble que le pouvoir n'entend pas les choses de cette oreille. Il est plutôt porté sur le calendrier électoral qui lui offre moins de choix. À quelques jours de la publication de la liste électorale définitive, le gouvernement ivoirien promet plutôt une élection transparente, paisible, légale et au résultat accepté par tous. Alors, messieurs, plus que 5 mois avant les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, et on constate que des voix s'élèvent pour appeler à un dialogue politique inclusif. Doit-on s'y engager ? Tout d'abord, Bledson Mathieu. Doit-on s'y engager? Je peux dire ma position est un peu mitigée. C'est-à-dire qu'en fait, même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je choisisse comme position. Parce que on est ivoirien, dans notre pays, on a l'impression qu'il y a une tension qui monte. Des personnes proposent un dialogue. Le dialogue est toujours quelque chose qui arrange un problème. Quand ça ne va pas, on doit s'asseoir et parler. Le problème, c'est que ce dialogue va arriver où? Et ça porte sur quel contenu? Quand on écoute ceux qui réclament le dialogue, ils demandent deux choses. Recomposer la CEI, éditer ou comment on appelle ça? Auditer la liste électorale, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection le 25 octobre. Il n'y a pas d'élection. 2025. S'il n'y a pas d'élection le 25 octobre, qui est une date constitutionnelle, c'est inclus dans la Constitution. Le lendemain du 25 octobre, on parle à l'inconnu et c'est beaucoup plus compliqué que la situation à laquelle nous vivons. Ça, c'est ma première réaction. La deuxième, c'est qu'on a quand même fait des élections en 2020 et 2010 et 2020. Ces trois élections-là, quand je regarde la première, c'est-à-dire celle qui a opposé Laurent Gbagbo à Robert Guéhi, la campagne s'est passée dans de très bonnes conditions, jolie atmosphère. C'est vrai qu'il y avait deux candidats qui avaient été exclus, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, mais il y a eu une très bonne campagne. Ça a fini par quoi? Par là. En 2010, la campagne était aussi toute élégante, mais parfaitement élégante. Je me souviens encore du débat du deuxième tour. Parfait, ça a fini dans Palab. En 2020 même, les candidats qui ont été autorisés à compétir ont préféré faire Palab, ils ne vont pas partir. Donc j'ai comme l'impression que ce dialogue-là n'aboutira pas à grand-chose. Ça peut même donner l'impression d'aggraver la situation parce que les positions sont tranchées. Des gens qui ont eu l'habitude de traiter, de travailler sur la liste décident de ne plus prendre cette liste. Ils étaient à la CEI, ils ont décidé de sortir de la CEI, ils ne sont même plus dedans. On demande une recomposition, mais les discussions pour recomposer la CEI, mais ça vous prend un an. Ça vous prend un an.
Bon, donc on va rester dedans sans faire d'élection, on va rester sans qu'il n'y ait de pouvoir officiel. Non, c'est beaucoup plus compliqué pour le pays. Beaucoup plus compliqué. Voilà. D'accord. Sylvain Debailly, est-ce que vous partagez son avis? Moi, je dirais d'abord que c'est assez malheureux pour notre pays qu'on en soit là. Qu'on soit là en train de parler de dialogue à 5 mois des élections, là où les candidats devraient être connus et là où les candidats devraient être en train de parler de leur projet de société. Si on parle de dialogue, c'est à croire que tout ne va pas bien et que les acteurs politiques doivent se mettre ensemble pour définir les nouvelles lignes d'un consensus national qui puisse nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une élection apaisée. Parce que c'est souvent le narratif qui revient, élection apaisée, élection inclusive. Je crois que ce sont des conditions. Quand on regarde un peu notre histoire des élections, il a rappelé tout à l'heure, quand on regarde tout ce schéma, tout ce cheminement, on observe bien qu'à chaque fois, il y a eu des difficultés. Est-ce qu'il faut y aller comme ça, avec toujours les mêmes difficultés, ou bien il faut vaincre ce signe indien? Moi, je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas condamnée à vivre des crises. Il faut un jour qu'on en sorte. Mais pour qu'on en sorte, il faut bien que les acteurs politiques se parlent. Et c'est cela l'esprit du dialogue. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a fait de la Côte d'Ivoire le pays du dialogue. C'est le pays où les autres qui étaient en crise venaient chercher les solutions. Et la ligne diplomatique d'ailleurs de la Côte d'Ivoire, c'était celle qui faisait la promotion du dialogue. On a vu ainsi des missions de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, là-bas où les gens ne se parlaient pas, où il y avait une ségrégation. La Côte d'Ivoire y est allée. La Côte d'Ivoire est intervenue dans le conflit angolais pour mettre ensemble sur la même table, bien pour essayer de peser sur le conflit qu'il y a eu là-bas. Donc ici, si nous voyons bien, il y a quand même des prémices. Il y a quand même des prémices d'une déflagration qui se met en place. Il a rappelé tout à l'heure que certains sont sortis de la CEI. Ça, on ne peut pas se voiler la face. C'est bien une crise. Aujourd'hui, la CEI même qui est là a été composée sur la base d'un consensus national, d'un dialogue. On a parlé du 5e round de dialogue politique. En 2022, c'est à l'issue de ce 5e round que pendant les discussions, des recommandations ont été faites pour que la CEI soit recomposée comme elle est aujourd'hui. Mais de 2022 jusqu'à ce jour, les acteurs ont changé, le contexte a changé, il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le terrain politique. C'est bien normal que les hommes politiques s'asseyent. Le dialogue, ce n'est pas quelqu'un qui y paie, c'est un rendez-vous du donner, du recevoir. Le dialogue, pour ceux qui l'ont peut-être contextualisé ou bien qui l'ont théorisé, c'est la mise ensemble des contraires. C'est-à-dire que chacun vient avec sa position, chacun vient avec ses idées, mais quand on s'assoit, on dégage quand même une ligne qui peut être consensuelle. Donc personne ne perd en fait dans le dialogue. Mais bon, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ceux même qui ont bénéficié de ce dialogue, ceux qui sont même le fruit de ce dialogue, refusent de dialoguer et il faut bien se demander si on est en Côte d'Ivoire. Alors, vous disiez tantôt qu'il y a eu 5 phases de dialogue, la dernière qui a pris fin en mars 2022. Est-ce qu'il faut continuer à dialoguer, d'aller de dialogue en dialogue, ou bien, comme le dit le porte-parole du gouvernement, et je cite, « Lors de la fin de ce dialogue, c'est-à-dire la 5e phase, toutes les parties ont convenu que les institutions du pays sont en place et que pour les questions comme celles liées aux élections, il fallait s'y référer. » Qu'est-ce que vous répondez à cela, Lansine Bakayoko? Moi, je pense que le dialogue, oui, c'est bien, mais un nouveau dialogue relatif aux élections présidentielles qui arrivent, je trouve ce nouveau dialogue-là inopportun. Parce que le pays n'est pas en crise. La Côte d'Ivoire n'est pas en situation de crise. Bon, s'il n'y a pas de crise, je crois que c'est les lois et les règlements qui doivent régenter notre vivre ensemble, qui doivent réguler le processus électoral. C'est vrai, il y a des cris d'orfraie par-ci, par-là, mais c'est le jeu normal. D'autant que la présidentielle approche, les groupes politiques convoitent la même chose, donc c'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas considérer que ceux qui crient à gauche ou ceux qui pleurent à droite relèvent d'une situation exceptionnelle qui va faire qu'on va s'alarmer et demander un dialogue politique. On aurait fait le dialogue politique si on était en situation de déflagration, comme
d'Ebaï a parlé, mais aujourd'hui, il n'y a aucun prémisse en tout cas de déflagration sociale. Nous sommes dans le jeu politique normal. Et donc, pour moi, ce dialogue qui est demandé à corps et à cri, le mot est fort, mais ça ressemblera à du verbiage, à du bavardage, et ça va nous perdre le temps. Parce que je crois qu'aujourd'hui, si qu'est-ce qu'on demande? On demande la révision de la liste électorale, une nouvelle révision de la liste électorale, on demande la refonte du système, on parle d'audit, on parle de réintégration, d'inclusivité, de réintégration de personnes qui sont frappées par les mesures, par la loi. Je crois que si les gens pensent que c'est en disant oui à tout ça qui va faire qu'il n'y aura pas de crise, je n'y crois pas. Parce que si on prend ces positions-là, il y aura notre groupe pour dire non. Or, si nous sommes dans une situation où les groupes politiques ne s'entendent pas, on met en avant la loi qui nous départage, puisque la loi, elle est censée être impersonnelle. Et je crois que ça l'est hier plus qu'aujourd'hui. Donc, pour moi, il faut que les acteurs politiques acceptent de se regarder dans le miroir, de savoir qu'ils ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga, de savoir que nous devons promouvoir l'état de droit et que les situations exceptionnelles, les situations qu'il a qualifiées pudiquement de consensus, il faut que ça s'arrête. Parce que nous sommes dans une république. Une république, ce n'est pas... ce sont les lois. Je prends juste un petit exemple. Vous voyez, au PDCI, par exemple, on nous dit Tidiane Thiam, qui vient d'être frappé par la loi, on nous dit mais c'est le petit-fils d'Oufoué. Donc, cela devrait suffire pour qu'on le place sur la liste électorale. Je comprends qu'être né dans l'entourage du président Félix Houphouët-Boigny confère des privilèges, mais ça ne sanctifie pas administrativement. Ça ne sanctifie pas. Nous sommes dans une république, et une république, ce sont les lois. Et il faut aujourd'hui qu'on applique les lois, pour ne pas qu'on sorte du calendrier électoral qui peut ouvrir, qui peut faire qu'on... Si on veut aujourd'hui engager un dialogue, quel temps nous avons? Il ne reste que 5 mois. Ça veut dire qu'on ira au-delà du délai constitutionnel qui est le 25 octobre. Or, si on va au-delà du délai constitutionnel, la porte reste ouverte à toute aventure. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est pour ça que nous demandons à l'ensemble des acteurs de mettre un peu d'eau dans leur vin. Je comprends que quand on cogne la tête d'un enfant, qu'il puisse crier tout le temps, je comprends que Thiam crie, je comprends que le président Laurent Gbagbo s'énerve quelquefois, mais c'est tout à fait normal. Quand on a été exclu, bon, je comprends que c'est normal, mais je crois que c'est des situations qui sont passagères, qui vont passer, ils reviendront à la normalité, pour ne pas dire à la raison. Et puis bon, la Côte d'Ivoire va continuer son chemin. Les élections vont avoir lieu le 25 octobre. Un président sortira probablement, si c'est au premier tour, le 26 octobre, on trouvera un nouveau président. Il y a les élections législatives qui viennent en décembre. Je crois qu'ils peuvent se préparer pour participer à tout ne se résume pas à l'élection présidentielle. D'ailleurs, l'Assemblée nationale est le sanctuaire de la vie démocratique. Et je crois que là, ils ont une carte à jouer. Ils ont été exclus pour la présidentielle, mais ils devraient se retrousser les pour pouvoir participer au processus électoral à venir. Michel Betta, votre réaction? Non, moi, j'écoute certains de mes collaborateurs, notamment Bakayoko, et puis il dit il a une mémoire sélective je me sens offensé, parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Vous savez, on a vécu le premier coup d'État en 1999. Les discours, c'était les mêmes. Hein. La Côte d'Ivoire est une havre de paix, il n'y a pas de problème. Et on a vécu en 1999 le premier coup d'État. Tout le monde a été traumatisé. Il fait de sa mémoire une mémoire tellement sélective qui ne peut que nous emmener dans une situation assez, je dis, plus conflictuelle que par le passé. J'en viens. Vous savez, on va à des élections. Il y a 4 candidats qui ont été déjà annoncés. Soro Guillaume qui s'est annoncé, exclu. Laurent Gbagbo qui s'est annoncé, exclu. Il y a Tidiane Thiam qui vient d'être exclu. Et à côté d'eux, il y a un autre candidat du RIDP qui n'est pas encore déclaré. Si on devait aller aux élections, dans ce contexte-là, on aura... Parce que c'est les partis, je parle des partis qui comptent, hein, parce qu'il y a les chiffres, il y a les députés, il y a tout. Donc, on aura un seul candidat qui est assuré de gagner, celui du RIDP. Parce que les autres ont leur candidat exclu. Dans un tel contexte, vous pensez qu'une élection peut être légitimement applaudie par les Ivoiriens, par les populations? Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour les populations. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Non, il n'y a pas de crise, la Côte d'Ivoire va en paix. Mais nous savons le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Certains partis se sont retirés de la CEI censés conduire un processus électoral. Vous pensez qu'après que cette CEI-là ait proclamé des résultats, ceux-là seront cloîtrés chez eux? Nous avons vécu 2010, nous avons vécu 2000 même, nous avons vécu 2020. Quand on a vécu toutes ces crises-là, tout ce qu'on peut demander aux acteurs, c'est le dialogue. Et moi-même, j'étais un peu étonné, j'ai dit, mais un dialogue, pourquoi faire? Moi, je pense que ce n'est pas la bonne question. Un dialogue s'impose. La bonne question, c'est laquelle, selon vous? Un dialogue s'impose. Un dialogue s'impose. À 5 mois des élections? Mais ne faites pas du fétichisme des dates. Le fétichisme des dates, ce n'est pas le plus important. C'est la vie des populations. C'est le vécu au quotidien de nos populations qui doit nous importer que toute autre chose. On peut aller à des élections, mais imaginez-vous, on va aux élections, même quand on enregistre même une seule blessure. C'est quoi notre joie à cela? C'est pas ce que nous voulons vivre. Les Ivoiriens sont traumatisés. Les Ivoiriens ne font que nous interpeller. Donc aujourd'hui, tout ce que nous pouvons demander aux acteurs politiques, le dialogue s'impose. Mais comment le conduire? C'est ça la question. Parce que comment conduire ce dialogue-là à 5 mois des élections? Moi, je pense qu'un dialogue peut se faire. Un dialogue est nécessaire. Et ce dialogue, moi, j'estime que ce dialogue doit être plus important que toute autre chose. Parce qu'il ne s'agira pas d'aller à des élections qui seront contestées, qui vont nous plonger dans une dérive encore, et comme nous allons venir faire semblant maintenant de vouloir dialoguer. Parce que c'est comme ça chaque fois. Après, nous faisons semblant de vouloir dialoguer, et le dialogue sur lequel nous marchons maintenant est un dialogue bancal. Pourtant, il y a bel et bien eu 5 phases de dialogue. Je le dis souvent, ne faisons pas l'économie du dialogue. Quelles que soient les 5 phases, continuons à dialoguer. Non, moi je... Non, parce que je vais conclure. On le laisse terminer. J'ai conclu là pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui est à 5 mois d'une élection cruciale. L'élection présidentielle, la mère des élections. Ce que nous pouvons souhaiter pour nos acteurs, qu'ils trouvent au moins un consensus, qui soit observable. Parce que, en fait, comme on le dit souvent dans les études d'évaluation, il faut que ce dialogue-là accouche de quelque chose qui est mort. Quand on dit mort, mesurable, observable, un résultat réaliste et qui obéit à un timing bien précis. Cela nous permettra de sortir de cette impasse des dialogues. Parce que, imaginez-vous, lorsqu'on sort de la 5e phase du dialogue, on décide de mettre en place une équipe de suivi de ce dialogue. On ne le fait pas. Tu as vu, c'est ça qui est dommage. On ne le fait pas. Pourquoi on évalue à chaque étape où en sommes-nous avec ce dialogue-là? Mais on ne l'a pas fait, on a laissé le dialogue comme ça et on dit, bon, allez voir les institutions. C'est une proposition qui peut faire l'objet de notre débat. On revient à Bledson. Oui, parce qu'il y a quand même des confusions. Non, il y a des choses qui mettent ensemble et ce n'est pas intéressant. D'accord, dites-nous lesquelles et puis éclairer notre lanterne. Bien clair, on parle du dialogue qui a été demandé par un certain nombre de partis. On ne parle même pas de candidats exclus. C'est différent. Non, c'est différent. C'est différent. Le PDCI et le PPACI sont sortis de la CEI. Ils ne sont pas prêts à aller aux élections. C'est toi qui Non, c'est pas moi qui le dis. On le laisse terminer, s'il vous plaît. Je ne m'appelle pas Soumaïla. Je ne m'appelle pas Soumaïla Traoré. Non, c'est le porte-parole du PDCI qui l'a annoncé, c'est pas moi. Qui n'est pas prêt à aller aux élections? Non, que le PDCI sort de la CEI. De son intervention. Il y a un problème totalement différent. Il y a le cas de Thiam qui va plus tard être radié de la liste. Ce n'est pas pour ça que les gens ont réclamé le dialogue. Il y a le cas de Laurent Gbagbo qui n'est pas depuis longtemps sur la liste, pour lequel le gouvernement, en tout cas par le biais de son porte-parole, a dit que le PPACI a des députés pour saisir l'Assemblée nationale en vue d'une loi d'amnistie. Même si c'est 2 députés qu'ils ont, ils déposent. La majorité des députés là-bas, c'est les députés RHDP. À partir du moment où la loi a introduit que les gens du RHDP ne veulent pas voter, au moins on peut faire pression sur eux, demander aux députés, au nom de la paix, voter. Les gens estiment que ça, là, c'est trop compliqué pour eux. C'est pour ça que j'ai dit que même si on fait dialogue là, en fait, on est prêt à faire palabre. Moi, je parle, celui qui est chez lui à la maison, qui m'écoute, qui pense que nous, on va faire des élections et on ne va pas avoir palabre. Non, moi, j'ai enlevé cette idée dans ma tête. Parce que quand j'analyse beaucoup de choses avec le passé, tu as l'impression que d'abord, le gars, il veut palabre. Tu ne les vois même pas sur le terrain en train de se préparer. Hein. Non. Ils attendent quelque chose, on ne sait pas quoi. Tout à l'heure, il fait référence au coup d'État de 99, il fait référence à des crises. Tu as l'impression qu'il cherche la faute pour pouvoir faire palabre. Sinon, quand on monte une voie, même le cas de Thiam,
On peut toujours saisir un magistrat pour dire, écoute, au moment de l'inscription sur la liste, d'accord, un de tes collègues a dit que je n'étais pas ivoirien. Aujourd'hui, j'ai renoncé à la nationalité ivoirienne. Automatiquement, je suis devenu ivoirien. Je demande que, compte tenu d'un certain nombre d'éléments, du fait que je suis président d'un parti, du fait que... c'est tout ça le dialogue? Non, c'est pas le dialogue qui est ça. C'est pas le dialogue. Non, c'est pas le dialogue. Il faut saisir donc un juge. Pour mon cas, c'est spécifique. Spécifique parce que je suis président d'un parti, un parti extrêmement important, un parti qui a des députés, et ça porte un préjudice énorme à ces populations qui m'ont choisi comme candidat. Donc je demande que vous demandez à la CEI de m'inscrire. C'est un juge. Au moins, cette démarche a été faite. Maintenant, je ne sais pas sur quoi chacun est campé, mais ils se préparent pour palabre. Quelle sera l'intensité de cette palabre? Je ne sais pas. Ça, mais tu ne les vois même pas en train. Non, mais ça, c'est le RADP qui est campé comme ça. Cher ami, on le laisse terminer. Et puis, pour revenir au 5e dialogue, si Baïd disait tout à l'heure qu'il y a eu de nouveaux acteurs, il n'y a pas eu de nouveaux acteurs. Bien sûr qu'il y a de nouveaux acteurs. Qui dis-moi le nouveau acteur. Quand on faisait ce dialogue. Non, qui est nouveau? Qui est arrivé après? Le 5e dialogue. Oui. C'est en 2022 avant-hier. C'est en 2020, 2022, oui. J'ai dit. Le PDCI était représenté par qui? Mais non. Vous le savez? Non, mais puisque ce ne sont pas les leaders. Partis politiques. Ce ne sont pas les leaders. Non, attends. Non, ce sont les partis politiques. Ce ne sont pas les leaders politiques. Voilà, les acteurs ont changé. Ce sont les formations politiques. Et aujourd'hui, le débat semble. Il n'y a pas de coup d'État. Vous laissez terminer, après on vous passe la parole. Juste après lui, c'est vous qui intervenez. Thiam qui a pris la place de Bédié n'a pas, comment on appelle ça, il n'a pas sali l'héritage de Bédié. Donc, il n'y a pas eu de coup d'État Bédié. Les personnalités qui ont représenté le PDCI au dialogue politique sont toujours PDCI. Aucun n'est sorti du PDCI pour qu'on puisse dire, bon, à l'époque, il y avait telle personne qui nous a représenté, qui a pris cette décision, qui a porté la décision au président Bédié, qui n'est plus, et la personne même qui nous représentait n'est plus PDCI. Tous ceux qui étaient là, qui ont représenté le PDCI étaient là. Est-ce que M. Blesson, est-ce que vous savez que... Et ce qui avait été... Est-ce que vous savez que... Non, parce que vous aurez le temps d'intervenir. Parti de Mme Lagou. Vous aurez le temps Parti de Mme Lagou. Le GPP était présenté comme un parti d'opposition. Aujourd'hui, ce groupement n'est plus un groupement d'opposition. Donc, voici qu'est-ce qui a été décidé? Voici des acteurs qui ont changé. Ce dialogue aboutit à quoi? Voilà. Voici les acteurs qui ont changé. Madame Lagou se réclame aujourd'hui. En quoi Lagou a pesé sur les décisions? Donc il y a un déséquilibre. Est-ce que tu connais? Il y a donc un déséquilibre qu'il faudra alors réparer au niveau même de la composition de la CI. D'où le dialogue que les gens demandent. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise que oui, ceux qui demandent le dialogue, c'est parce qu'ils veulent des palabres. Mais comment on peut résumer la situation d'un pays de façon si simple? Non, je ne pense pas. Il y a dialogue, cher ami Ahmed. On a évoqué différentes situations dans lesquelles il y a eu des élections et puis des situations désolantes après. Contrairement à Bledson Mathieu, qui lui, on le voit dans ses dires, est un peu plus pessimiste. Est-ce que vous pensez qu'il y aura dialogue? Et s'il y a dialogue, quels seraient les avantages de ce dialogue-là? Oh non, moi je ne vois même pas un dialogue à court terme parce que ceux qui sont au pouvoir, qui devaient promouvoir ce dialogue-là, s'offusquent d'un tel dialogue. Donc je ne vois même pas de dialogue à court terme. Mais je dis que pour ce que nous voyons et pour ce que nous observons et pour ce que nous avons déjà vécu, il serait au moins nécessaire que les acteurs politiques d'aujourd'hui puissent s'asseoir, au moins échanger. Ils peuvent ne pas s'entendre, mais ne serait-ce que s'asseoir pour échanger, parce qu'il s'agit des problèmes du pays. Beta Michel a dit tout à l'heure que tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être des populations. Eh bien, si on veut que nos populations aient la tranquillité, si on veut que, à la veille des élections, des gens qui sont à la frontière ne puissent pas plier bagages pour aller au Ghana ou au Mali, je pense que tout ce que nous allons faire, c'est de rassurer les populations. Et si vous voyez demain un affichage entre les acteurs de l'opposition et les acteurs du pouvoir, je pense que c'est des signes qui peuvent apaiser les populations, qui peuvent tuer la peur en eux. Parce que c'est cela aussi. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on peut aller à une élection? Sinon, on peut y aller, hein? On peut bien aller à cette élection, mais est-ce que vous pensez que cette élection, le résultat qui va en sortir, sera légitime si les grands acteurs de ce processus-là sont exclus? Est-ce que objectivement, ce sera une élection légitime? Moi, je pense que non. Je pense que non. Et puis, tout à l'heure, mon cher ami Lanciné me disait que oui,
Aujourd'hui, on n'est plus en crise et il faut appliquer la loi. Je pense que si on parle de dialogue, c'est là où il y a rupture de confiance qu'on parle de dialogue. Et je le disais tout à l'heure, le dialogue, ce n'est pas seulement quelqu'un quelle personne n'y perd, puisque c'est la mise ensemble des contraires. Le dialogue, c'est penser ensemble. C'est cela. Donc, les acteurs de l'opposition et les acteurs du pouvoir s'asseyent et pensent ensemble l'avenir de leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de la loi. Mais hier, la loi aussi était là. La Côte d'Ivoire n'est pas née comme ça ex nihilo. La Côte d'Ivoire est fondée sur des tests. Mais il y a eu hier rupture de confiance aussi dans les tests. Et c'est finalement quand les gens se sont assis, on a parlé de Pretoria 1, Pretoria 2, on a parlé d'Accra 1, Accra 2, etc. Mais c'était de la discussion, c'était du dialogue. C'est de cela qu'on parle aujourd'hui. Et il a dit tout à l'heure, tant que... Ah oui, mais cela au moins aboutit à une élection, même si... Vous aurez la parole dans un instant. Cela au moins aboutit à une élection. Au moins. Puisque c'était ça la visée, c'est d'aboutir à une élection, d'organiser une élection présidentielle dans un contexte conflictuel. Non, oui, non, c'est pas les dialogues. Il y a quand même eu le résultat d'un dialogue. Il y a quand même eu le résultat du dialogue qui est l'élection présidentielle de 2010. Elle a quand même été organisée. Et tant que le pays était coupé en deux, tant que les acteurs ne se parlaient pas, cette élection était hypothétique. Vous le savez. Donc, on ne peut pas dire que on vous a compris, Sylvain Debailly. Ça aboutit à une élection, même si les choses ne sont pas bien passées après, mais il y a eu cette élection. On vous a compris. Voilà. Vous parlez d'une situation dans laquelle on n'est plus aujourd'hui. On était dans une situation de guerre. Il y a eu différentes rencontres internationales pour qu'on en arrive à des élections. Aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle il y a eu 5 phases de dialogue, comme on disait tout à l'heure. Oui. Et à l'issue de ces phases de dialogue... les résolutions ne sont pas encore appliquées. Absolument, mais celles qui sont applicables. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de loi... Toutes ces personnes qui ont été exclues dont vous parliez tout à l'heure l'ont été face, par exemple, à des décisions judiciaires. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'en remettre aux décisions judiciaires plutôt que d'avoir recours au dialogue en tout temps et pour toute chose relative aux élections? Moi, c'est ce que moi je souhaite. Parce que parler de dialogue, ça veut dire qu'on va dans une palabre d'intérêt. C'est-à-dire que chaque groupe va avec ses intérêts, même les plus illégitimes. Or, la loi, elle est impersonnelle. La loi, elle a été faite pour la République. Elle n'est faite ni pour le RHDP, ni pour le PPACI, encore moins pour le PDCI. C'est la loi qui est la colonne vertébrale de notre vivre ensemble. Maintenant, parler de dialogue, le PPACI va venir avec ses intérêts parfois irréalistes dans sa besace. Le PDCI viendra avec son sac blanc-vert, avec ses conclusions. Le RHDP aussi. Vous voyez que les intérêts sont disparates, ce qui va faire qu'on ne pourra pas avoir un consensus qui a été demandé. La preuve, il y a eu des dialogues avant 2010, mais Laurent Gbagbo a refusé les résultats qui étaient défavorables en 2010. Pourtant, c'est lui-même qui avait initié tous ces dialogues où on avait été dans toutes les capitales africaines. C'est pour ça aujourd'hui, on demande aussi à Alassane Ouattara, qui a fait le dialogue de 2022. On le laisse terminer. Sylvain Debailly, on le laisse terminer, s'il vous plaît. Vous ramenez toujours le débat en arrière. Sylvain Debailly, vous avez votre temps de parole, on le laisse terminer, s'il vous plaît. Nancine Bakayoko, vous avez la parole. Moi, je n'ai pas de réminiscence dans le passé. C'est vous qui avez évoqué Pretoria, tout ça. Moi, je dis, nous sommes dans le factuel, nous sommes à maintenant. Il ne faut pas faire peur aux Ivoiriens. Il ne faut pas présenter une situation apocalyptique qui va faire que les gens vont avoir peur du processus électoral. Je pense que le processus électoral est en bonne voie. Vous savez, en économie, il y a ce qu'on appelle le choix. En économie, il y a ce qu'on appelle le choix rationnel, c'est-à-dire les priorités. Les priorités, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'aller organiser les élections pour 2025. On n'a pas tout le temps. Nous sommes une république, on est tenus par les délais constitutionnels. Donc, il ne faut pas que les gens disent ici, il faut sortir du fétichisme des dates. Ça veut dire qu'il faut aller même peut-être en 2028, en 2029. Bon, mais ne nous parlez pas de transition en ce moment. Si vous dites qu'il y a une continuité, qu'il y a une stabilité des institutions, on peut aller même jusqu'à 2040. Mais je ne crois pas qu'à partir de 2025 octobre, que les gens nous diront que nous sommes dans une continuité, on parlera de transition. Or, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de transition aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de faire... On ne peut pas mettre les lois entre parenthèses et se prévaloir d'un consensus politique qui n'a pas d'intérêt aujourd'hui, qui ne peut pas donner le résultat escompté. Donc, pour moi, il faut que les gens laissent le processus électoral. Ce n'est pas pour 2 personnalités ou 3... que ce soit fut-il Tidiane Thiam ou Laurent Gbagbo, mais je crois que la Côte d'Ivoire est plus grande que tout cela, que nous tous.
Il faut mettre cela en avant. Il ne faut pas personnaliser les débats. Il ne faut pas présenter les... Sans doute, Tidiane Tiam peut être l'alpha et l'oméga du PDCI RDA, Laurent Gbagbo aussi, mais ils ne sont pas l'alpha et l'oméga de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas l'alpha et l'oméga de la Côte d'Ivoire. Donc, et d'ailleurs, je voudrais ajouter que ce ne sont pas leurs partis qui sont exclus du jeu électoral. C'est institut personnel, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes, Laurent Gbagbo et Tidiane Tiam, qui ont des problèmes. Eux, ils ont des problèmes avec la loi, mais ce n'est pas le PPSCI ni le PDCI qui ont des problèmes. Ça veut dire qu'il faut considérer le parti comme un tout. Il ne faut pas personnaliser les partis. Il faut considérer le parti comme un ensemble d'intérêts et mettre quelqu'un d'autre en avant. Pour moi, c'est ça qui sera aujourd'hui la porte de sortie des crises, s'il y a une crise. Et donc, j'en appelle à la sagesse des uns et des autres pour qu'on ne mette pas la loi entre parenthèses. Il faut que la loi continue de s'exercer. D'ailleurs, il n'y a aucun obstacle à son exercice. Et il faut que les uns et les autres comprennent qu'un dialogue politique aujourd'hui est inopportun. Et je termine par là. Il y a encore 5 mois avant les élections de 2025. Le président Alassane Ouattara a été élu en 2020. Il a encore 5 mois pour dérouler son programme. Il a encore 5 mois pour terminer ces nombreux chantiers qui sont en cours. Nous voyons le Carrefour de Koumassi, on a la Tour F, on a beaucoup de chantiers, les écoles, on peut les terminer dans 5 mois. Mais si vous voulez qu'on soit à tous ces projets pour venir faire du bavardage, du verbiage, qu'on va appeler un dialogue politique, pour moi, cela est spécieux, ça ne représente rien et ça ne donnera rien de bon. C'est votre avis, on le respecte. Oui, Michel Betta, on termine rapidement avec Michel Betta avant de vous redonner la parole. Est-ce que vous êtes d'avis avec Lansine Bakayoko qui dit que dans les partis politiques aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternance réelle qu'on en arrive à chaque fois demander le dialogue politique parce que des personnes qui sont les figures fortes de ces partis-là sont parfois exclues pour des raisons ou d'autres? Vous savez, la justice, c'est d'abord la balance. La balance de la justice. Je me souviens, lorsque nous sommes allés suivre la conférence, je pense que c'est mardi 22 dernier, du magistrat, il y a un autre magistrat qui me disait, la justice, c'est celle qui doit assurer la balance de tous les pouvoirs. Et aujourd'hui, cette balance-là ne pense que d'un seul côté, celui de l'opposition, malheureusement. Et quand cette balance-là agit ainsi, c'est un bâton. La justice a été presque utilisée comme un bâton contre l'opposition. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où l'opposition, il y a une crise de confiance entre ces institutions-là et l'opposition politique. Mais dans ce cas de figure-là, vous dites à l'opposition, mais va demander ça. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est pas par la suite d'un dialogue qu'on peut arriver à dissiper ces différends-là pour aller à quelque chose de solide. On ne peut pas demander aujourd'hui à l'opposition, dans sa posture, de faire des démarches qu'elle sait déjà vouer à l'échec. Parce qu'elle le sait, elle a essayé. Et puis, c'est qu'une fois... La démarche n'a pas été effectuée. Comment savez-vous qu'elle est vouée à l'échec? Mais elle le dit souvent dans toutes ses interventions. Et puis, ce que je veux vous faire remarquer, ce n'est pas aujourd'hui l'opposition demande le dialogue. Ça fait plus de 2 ans. Donc, il ne faudrait pas prendre prétexte de ce qu'il y a. Nous sommes à 5 mois des élections pour dire, c'est maintenant on veut faire le dialogue, c'est inopérant. Non, ce n'est pas inopérant. Si on a tardé jusqu'à ce jour, c'est qu'on s'est dit qu'à tout moment on peut le faire. À tout moment on peut le faire. Est-ce que ce n'était pas prématuré de redemander un dialogue il y a 2 ans, pendant qu'en 2022, en mars 2022, on venait de sortir de la 5e phase d'un autre dialogue? Je t'ai dit qu'on sortait du dialogue, il devait y avoir un comité de suivi des résolutions. Ce comité n'a jamais été mis en place. C'est ça la grande question. C'est-à-dire, on sort d'un dialogue, on prend des résolutions. Ce qui serait judicieux pour chaque parti, c'est que ces résolutions soient mises en place, effectives, pour que chacun se sente vraiment au sortir de ce dialogue, avoir réussi quelque chose. On ne met pas en place ce comité, on laisse les choses se faire. L'opposition s'évertue à adresser des courriers au pouvoir qui ne répond pas, mais il y a du mépris. Moi, je dis souvent aux gens, je dis, mais vous savez, ce que l'opposition ivoirienne nous montre aujourd'hui, c'est à saluer. C'est une opposition très responsable, qui utilise les démarches démocratiques et que leur permettent la loi pour s'exprimer. Et ça, il ne faut pas pousser les gens à bout. Parce que quand on utilise la loi, que la loi ne veut pas répondre à la loi, mais les gens sont contraints d'utiliser d'autres moyens. C'est ça le drame dans cette démocratie. Il faut donner la chance au dialogue, il faut donner la chance à la démocratie pour qu'on puisse avancer sur les problèmes épineux. De sorte qu'on ne soit pas figé, on ne soit pas bloqué. Aujourd'hui, l'opposition a tous ces candidats, comme vous l'avez dit, figures de proue, qui sont écartés. Vous leur dites, faites un échange, prenez quelqu'un d'autre. Mais avant même de prendre quelqu'un, il faut qu'on dialogue.
Pourquoi on s'assure que le processus est bon? Dire quoi? Pourquoi on s'assure que le processus est bon avant de choisir quelqu'un d'autre? Moi, je ne crois pas au L'alternance est processus. plutôt interne au parti. Non, mais moi, je ne crois pas au processus. Tu me dis de prendre quelqu'un d'autre. Encore que mon leader, lui, c'est une figure de proue. Donc, si je crois au processus, maintenant, je peux choisir quelqu'un d'autre. Mais c'est ça la question. Alors, vous incluez Lansine Bakayoko. l'exclusion des candidats là du processus. On le laisse rapidement terminer. Mais On le j'ai laisse dit c'est un terminer, dialogue. puis on réagit, s'il vous J'ai dit plaît. c'est un dialogue. C'est un dialogue. le laisse terminer, s'il vous plaît, C'est un Lansine dialogue. Bakayoko. Donc c'est pourquoi j'en appelle de tous mes voeux que ce dialogue-là naisse très vite. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après on prenne prétexte de on a 1 mois, on a 2 mois, on a 3 mois. Il faut aller à ce dialogue-là pour construire un processus qui soit, je veux dire à la limite, qui rassure. C'est ça. Parce que si nous sommes allés aux élections en 2010, c'est parce que les uns et les autres étaient rassurés. C'est ça. Il faut rassurer d'abord les acteurs. Peut-être après, on peut aboutir à des choses, mais il faut rassurer. Et il faut aller à ce dialogue-là pour rassurer. C'est mon truc. D'accord. Toute dernière réaction, et puis Oui, parce on passe à la confusion. J'ai l'impression second que sujet. C'est un peu confus et donc il nous mène sur un terrain qui n'est pas le cadre de choses. C'est un terrain qui clarifie. Parce qu'il y a deux choses totalement différentes. Il y a le fait qu'en cours de route, on se retrouve aujourd'hui avec 2 candidats des 2 principaux partis qui ne pourront pas compétir si les choses restent en l'état. Moi, personnellement, je serais gêné d'aller voter le 25 et puis le PDC n'est pas là et puis le PPAC n'est pas là. Il y a ce côté-là. Et puis, il y a le volet formation politique qui, eux-mêmes, ont participé au dialogue politique de 2022. Pour l'instant, il n'y a aucune résolution de ce dialogue-là qui est mise en cause ou qui est indexée comme n'ayant pas été appliquée. Donc, ce n'est pas la peine de nous parler de communauté dessus. Ce dialogue politique-là a permis de régler un certain nombre de problèmes, parmi lesquels le fonctionnement de la CEI. Les différents acteurs sont rentrés de la CEI. Ils ont pris toutes les décisions concernant l'élection de 2025. Ils ont fait le dernier recensement en 2024. Ils ont convenu qu'en 2025, il n'y aura pas de recensement. Ils ont convenu que parce qu'en 2025, il n'y aura pas de recensement, faisons en sorte que ceux qui ont 17 ans puissent s'inscrire. On finit. On attend les élections, on dit non, la liste là, on ne veut même plus de ça, mais il faut auditer. Ils ont fait depuis longtemps l'audit. Ce sont les derniers mots. L'audit a été donné depuis des années, c'est pas maintenant. S'il vous plaît, c'est pas maintenant. S'il vous plaît, ce sont les derniers mots, les derniers mots de cette toute première partie de ce débat. Letson Mathieu, merci infiniment. Merci à tout le monde. Mais il faut quand même qu'on dise les choses clairement. On pourra Le continuer. 5e dialogue politique n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de recensement en 2025. C'est faux. C'est faux de le dire. Je suis contraint de vous arrêter. Merci à Lansine Bakayoko d'avoir assuré pour cette première partie. On va poursuivre avec le Mali qui a officiellement entamé mi- et fin avril la phase nationale des consultations sur la réforme des partis politiques. À l'issue de ces discussions nationales figure parmi les recommandations la dissolution de tous les partis politiques. On en discute aussi, mais juste après cette transition. Une nouvelle charte des partis politiques avec en toile de fond une refonte à 5 partis au maximum et le maintien d'Assimi Goïta pour un mandat de 5 ans renouvelable. Tel est pour l'essentiel le résultat de la concertation populaire initiée par la transition militaire. Proposition adoptée dès sa remise au gouvernement ce mercredi 30 avril au cours du Conseil des ministres. D'accord. Le communiqué annonce l'entrée en vigueur de cette nouvelle charte qui met fin à celle adoptée en 2005 qui réglementait la création et le fonctionnement des partis politiques au Mali. La salle du Centre international de conférences de Bamako a accueilli au cours de ces 2 semaines de concertation nationale les partis politiques et forces vives favorables à la transition. Environ 200 partis politiques de l'opposition étaient absents. Ils estiment que les dés étaient pipés au cours de ces assises dites nationales. Ces partis avancent plutôt un manquement de la junte à ses engagements et promesses faits au peuple au lendemain du coup d'État. Rendre le pouvoir aux civils après une pacification et mise en ordre dans les affaires au plus tard fin mars 2024. Les partis de l'opposition ont formé une coalition avec pour chef de file Montaga Tal. Ils comptent faire respecter les dispositions de la Constitution qui prônent la liberté d'expression à travers la pluralité des partis politiques et la liberté de leurs activités. Alors, retour sur le plateau du Club de la Presse. Alors, Bledson Mathieu, que traduit cette volonté après consultation nationale de dissoudre les partis politiques maliens? Bon, la junte malienne est dans sa logique et
on la comprend à chaque moment. Quand il y a des difficultés, on change de tableau. La réalité aujourd'hui au Mali, le djihadisme qui a servi de cause pour les différents coups d'État continue. Et c'est encore le même djihadisme qui sert de prétexte pour dire laissez-nous encore 5 ans. Il y a quelques semaines, le Mali a eu des difficultés avec l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie a fermé ses frontières. Or, le nord du Mali et le centre vivent à partir des ressources provenant de l'Algérie, ce qui fait que le litre de l'essence est à 3 000 francs à Tombouctou, à Kidal. Et quand il y a des difficultés, on essaie de corser au niveau de Bamako. Et là, l'astuce trouvée, c'est de dire, on va garder le pouvoir pendant 5 ans pour ne pas du tout qu'on nous fatigue. Les partis politiques, c'est nous qui allons décider qui a le droit d'avoir un parti politique. Voilà. Alors, Sylvain Debailly, votre réaction à cette décision après consultation nationale au Mali? Je pense que ce qui s'est passé au Mali, est-ce que c'est le fruit d'un consensus? Si c'est le fruit d'un consensus, ok, pas de problème. C'est-à-dire que est-ce que c'est tous les Maliens qui se sont mis d'accord pour qu'il y ait ça? C'est-à-dire pour qu'on réduise le nombre de partis politiques, pour créer un parti politique, il faut payer 100 millions de francs. Pour participer à une élection présidentielle, il faut verser 250 millions. Je crois qu'il faut se ramener à quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que la démocratie, telle qu'elle est pratiquée, elle est la meilleure, sinon le meilleur des systèmes politiques qui soient. Et il faut l'accepter comme tel. Moi, en tant que citoyen africain, je crois qu'il faut rappeler aux militaires qui sont au pouvoir que le problème du Mali, ce n'est certainement pas les Maliens, ce n'est certainement pas les partis politiques. Il y a eu des problèmes sécuritaires qui ont engendré les différents coups d'État. Sinon, le Mali est rentré dans le processus démocratique depuis 1992 et était quand même sur une bonne lancée. Il y a eu une élection, il y a eu d'abord un pouvoir militaire. ATT est venu, c'était un militaire qui a tri, il a été inspiré, et puis il a remis la démocratie malienne en marche, qui a quand même porté des fruits avec de grandes réalisations. Je pense qu'aujourd'hui, si on en est à cette situation, c'est pas le fait des partis politiques. Et donc, il faut remettre la démocratie en marche. Je pense qu'il ne faut pas mettre en péril les acquis. Il ne faut pas créer les germes d'une nouvelle déflagration parce que déjà, la rue malienne commence à bouillonner, ça commence à critiquer. Alors que Assimi Goïta, il était quand même porté, quoi qu'on dise, par une bonne partie de l'opinion malienne. Il faut qu'il garde cette légitimité-là, il faut qu'il garde cette bonne perception des Maliens et ne pas se poser en oppresseur de la démocratie. Je crois que sur ce ton-là, sur ce point-là, si les choses doivent se passer comme cela est dit, je crois que c'est une mauvaise inspiration. Et puis je crois fermement que ce sont des recommandations et il appartient au président de la transition de les mettre en application. Je pense bien qu'il saura faire le distinguo entre ce qui est bon pour le Mali et ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est mon point de vue. Mais en même temps, en tant qu'Ivoirien, je crois que je suis mal placé pour donner des leçons de démocratie au Mali, parce que chez moi-même, il y a cette tentation de faire taire aussi des voix, il y a cette tentation d'exclure des candidats à une élection présidentielle. Donc ce n'est pas à moi, en tant qu'Ivoirien, de donner des leçons de démocratie au Mali. Pour l'instant, on se prononce sur la question du Mali et oui, mais cette ce situation qui se fait au Mali là-bas, ça peut nous justement, inspirer on parle du Mali, c'est en train de nous inspirer. On aura d'autres champs qui seront ouverts pour ce débat-là et puis on pourra clairement et largement s'étaler là-dessus. Alors la première, il y a eu 2 phases. Il y a eu la première qui a eu lieu du 16 au 17 avril dans les 19 régions administratives du pays et les districts de Bamako et 49 ambassades. Et puis en toute fin de mois d'avril, c'est-à-dire les 28 et 29 avril à Bamako, il y a eu également les délégués régionaux, les représentants du district de Bamako aussi, qui ont discuté pour qu'on en arrive à c'est pas une recommandation, c'est une proposition plutôt. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait, vous, Lansine Bakayoko, qu'on puisse dissoudre les partis politiques? Faut dire qu'il y en a 200 au moins au Mali. Vous savez, la section malienne du syndicat des juntes n'a fait qu'aligner ses tests
sur le syndicat qu'ils ont appelé l'AES en réalité. Vous voyez, c'est la même chose qui a été fait à Niamey, c'est la même chose qui a été fait à Ouagadougou, et c'est tout à fait normal que la section malienne de ce syndicat-là fasse la même chose pour au minimum harmoniser les tests du syndicat. C'est ça la réalité. Et puis, je trouve quand même que tu fais preuve quand même de naïveté en disant que ce sont des propositions et qu'il appartiendra, et tu veux que le chef de la junte soit imbibé d'un certain patriotisme pour prendre des décisions qui seront en décalage avec les propositions de ce qu'ils ont appelé la société malienne. Je crois que c'est l'inspirateur même de tout ce qui se passe là, c'est bel et bien Assimi Goïta. C'est bel et bien Assimi Goïta. Moi, j'ai toujours pensé, et je le crois encore aujourd'hui plus que jamais, que tout ce narratif lié au panafricanisme là, ça n'avait pas d'autres objectifs que de confisquer le jeu démocratique pour garder le pouvoir par devers elle. Je parle de la junte. Donc, il y a quelqu'un qui appelle la fois dernière de cinéma. Oui, nous sommes effectivement dans un cinéma où le puzzle se met en place. Mais c'était prévisible et je crois que nous l'avons toujours dit sur ce plateau que tout ce manège-là, c'était de la manipulation pour pouvoir confisquer le pouvoir. Et je crois que c'est ce qui est en cours. Mais je voudrais terminer en disant qu'en dissolvant, en cherchant à dissoudre les partis politiques, c'est toujours la continuité de confisquer le pouvoir. Parce que si les partis politiques sont dissous, parce que je ne suis pas convaincu. D'abord, je sais déjà qu'il y a une main noire qui cherche à rétrécir le champ démocratique. Et puis, en plus de ça, il veut créer des fragilités au niveau des hommes politiques, notamment de l'opposition, pour les aliéner à son système. Parce que si demain, on parle de 100 millions pour que quelqu'un crée un parti, qu'il ne peut pas le faire, bon, bien sûr qu'il va vouloir aller à la mangeoire. Et la mangeoire, c'est seule la junte qui a les clés de la mangeoire. Donc, forcément, on va vers une uniformisation du jeu politique en faveur de la junte. Pourtant, au Mali, les enjeux sont ailleurs. Les enjeux sont ailleurs. Aujourd'hui, même si le jeu médiatique, l'espace médiatique a été complètement fermé, il y a tout un verrou, mais les attaques, c'est tous les jours. Les attaques, c'est tous les jours. C'est à Sévaré, c'est à Bandiagara, c'est à Mderaboukan. Et même dans le sud-ouest du pays, à Kaï, où il y a aujourd'hui des attaques qui ont eu lieu. Mais la junte a oublié tout ce qui faisait le fondement de son arrivée, de son existence, pour s'attaquer à autre chose. Donc je pense que les Maliens devaient s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce que je crois bien sûr que, disons, la classe politique malienne qui compte des gens de valeur, il a parlé tout à l'heure de Moutagatal, oui, il y a beaucoup d'autres personnes qui comptent dans Madou Konaté, tous qui sont aujourd'hui en exil. Donc je pense que les Maliens, ils ont vite applaudi, mais je ne ferai pas comme Debailly pour dire ça se passe au Mali, je ne parlerai pas du Mali, parce que tout ce qui se passe au Mali, nous avons des répercussions. Aujourd'hui, nous sommes victimes d'une immigration incontrôlée, forte, puissante. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer d'accueillir toutes les difficultés, je veux dire, pour parler comme ce Français, toute la misère de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que nous parlons. Maintenant, je voudrais vraiment terminer par là. Il a voulu faire un parallèle avec la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. La preuve, vous avez vu que ce week-end, c'était des concerts à guichet fermé. Nous avons eu pratiquement près de 5 concerts dans le même espace abidjanais et tous, les enfants s'amusent, nos jeunes s'amusent, nos jeunes dépensent leur argent, nos jeunes font la fête. Donc, ils ne s'accommodent pas de ces brouhahas qui se tiennent partout, peut-être dans les bidonvilles de Gonzagueville ou bien dans d'autres espaces. Non, nos jeunes s'amusent, ils savent que le pays est en marche et ils n'ont que faire de tous ces bavardages qu'on appelle dialogue politique. Et ça, il faut en convenir. Michel Betta, est-ce que vous partagez son avis? Il y a quand même, faut rappeler qu'il y a environ 300 partis politiques quand même au Mali et puis qui sont financés par l'argent public. Est-ce que ça ne pourrait pas justifier la décision ou la solution de dissolution? Quand vous en parlez, je sais quand on sait que le Mali aujourd'hui regarde la lutte contre le terrorisme. Depuis qu'il est là, il ne finance plus les partis. Donc si c'était l'argent public sa préoccupation, il n'en donne plus. Hein? Donc il n'est pas en train de... C'est justement peut-être pour ne plus en donner, se concentrer sur le terrorisme. Non, c'est pas lui qui en donne. Donc je pense que lui n'en donne pas. Donc s'il doit... il en a la gestion tout de même. Voilà, comme il en a la gestion pour une transition. Et moi, je crois que vraiment, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils étaient venus pour un certain nombre de questions, c'est-à-dire la question sécuritaire, certains problèmes liés au terrorisme et tout.
et ils se sont enlisés dans une situation maintenant de gestion politique au quotidien. Et ça, la junte aujourd'hui est arrivée au bout de ses initiatives. Elle est impuissante face à ce qu'elle était venue combattre. Donc aujourd'hui, il dérive vers un autoritarisme qui, ma foi, ne peut pas être encouragé nulle part, même par les Maliens. On le voit aujourd'hui, le Mali, c'est une crise humanitaire qui ne dit pas son nom parce qu'il y a une bonne partie du territoire qui n'est même plus contrôlée par le pouvoir central. On le voit au Mali aujourd'hui, quand on te parle de la crise liée à la fourniture d'électricité, tu ne peux pas comprendre combien sont-ils les petits électriciens, les petits soudeurs qui ne peuvent plus travailler. C'est toutes ces questions-là qui n'ont pas pu solutionner, ou du moins qui s'ajoutent à ce qu'ils avaient déjà, ils étaient venus voir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils sont à un niveau vraiment de saturation en termes de propositions. Et là, ils s'en vont vers un autre chantier qui, ma foi, moi, je pense que ça ne peut que envenimer même la situation au niveau même de lui-même, sa jeune, parce que d'autres militaires seront tentés par cette option-là aussi, et ça ne peut que enliser encore la situation. Moi, je vais en appeler à la maturité quand même des Maliens, parce que n'oublions pas, quand on parle du Mali, c'est le RDA, Rassemblement démocratique africain. C'est là-bas née notre démocratie en Afrique, quand on parle du pays de Souniata. Donc, c'est vous dire que les Maliens, c'est une maturité politique. C'est vrai qu'ils sont tombés dans un système qui fait croire que le Mali n'a vécu que sur des jeunes, mais non, le Mali, c'est la maturité politique, je veux dire, du réveil de l'Afrique. Du réveil politique de l'Afrique, c'est le Mali. Donc aujourd'hui, il faut que ces Maliens-là prennent conscience que l'Afrique les regarde. L'Afrique les regarde et ils ont une lourde responsabilité que de tomber dans les dérives d'une jeune qui ne peut qu'amplifier la difficulté, amplifier la misère et que cela s'arrête un jour. Donc je pense que ceux qui sont aussi aujourd'hui de s'accommoder de la junte gagneraient à faire preuve de ne pas rester formatés à leurs intérêts immédiats, mais à regarder toute l'Afrique, tout le Mali qui compte encore sur eux pour faire preuve de maturité pour qu'on conduise ce pays-là. Merci infiniment. Vos propos viennent clore cette émission. Michel Betta, merci infiniment. Merci à Sylvain Debailly, merci à Bledson Mathieu et puis à Lansine Bakayoko d'être venu animer le débat sur ces deux sujets. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour d'autres sujets, même plateau. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.